Mon Dieu, c'était le pire des jours. Le jour où j'ai vu ma vie s'arrêter, pas à cause de la maladie, mais à cause du bruit. Le bruit, c'était la sirène de la voiture des pompiers, et la voix paniquée d'Élise, ma fille, qui criait « Maman, tu as encore laissé la gazinière ouverte ?» Je m'étais assise sur ma vieille chaise en velours, celle que mon mari, Jacques, m'avait offerte il y a 40 ans. Ma tête tournait. La pièce empestait le brûler. J'avais juste voulu faire bouillir de l'eau pour monter. Et après, le grand trou noir. Élise m'a secoué, les mains sur mes épaules. Ses yeux étaient rouges de larmes, mais aussi de fatigue. Elle travaillait à la caisse du supermarché et venait tous les soirs, après 10 heures, pour s'occuper de moi. Elle faisait ce qu'elle pouvait. C'est pas facile tous les jours, je le savais bien. Le docteur t'a dit de faire attention, maman. Je ne comprenais pas. Comment un geste aussi simple que faire du thé pouvait-il s'effacer de ma tête? Pourtant, c'était arrivé. Encore. La peur, voyez-vous, n'est pas le deuil. Le deuil de Jacques, il y a 5 ans, ça faisait mal. Mais c'était une douleur nette, comme une coupure franche dans un tissu. La peur, c'était un fil qui se dévidait sans fin dans ma tête, me rendant folle, me faisant douter de tout. Pendant 50 ans, j'avais été couturière. Une bonne couturière, vous savez. Je travaillais ici, dans ce petit appartement HLM, près de Lyon. Robe de mariée, retouches compliquées. Pour ça, il fallait la mémoire. La mémoire des mesures, des patrons, la mémoire des clients, surtout. Une seule erreur dans une robe de mariée, et c'est un désastre. Mes doigts étaient rapides, précis. Ma tête, une machine à cataloguer les tissus, et les dates. Maintenant, la machine à coudre restait muette, recouverte d'un grand drap blanc. Mes doigts tremblaient trop pour enfiler une aiguille. Ma mémoire. Où avais-je mis mes lunettes? Dans le bac à légumes du frigo, Élise les a trouvées. Avais-je pris mes pilules du matin? Je ne savais jamais. Dans l'angoisse d'oublier, je les prenais peut-être 2 fois. J'essayais de ne rien dire à Élise, parce que quand on parle de ça, elle s'inquiète trop. Elle m'a emmenée aux urgences cette nuit-là. 1 heure d'attente. L'odeur d'hôpital, toujours la même. J'ai dit au jeune médecin que je me sentais bien, que c'était juste la vieillesse. À mon âge, on voit les choses autrement. J'ai dit à un jeune infirmier qui avait l'âge de mon petit-fils. Il a souri, mais c'était un sourire de pitié. Quand nous sommes rentrés, Élise était épuisée. Elle n'a rien dit sur les pompiers, mais elle a tout organisé. Elle a mis toutes mes boîtes de médicaments sur la table de la cuisine. Il y en avait 8. 8. « Regarde ça, maman !» a soupiré Élise, les larmes aux yeux. « Le docteur Lefebvre t'a encore rajouté un nouveau truc ?» Elle tenait une petite boîte blanche. Moi, j'essayais de me concentrer, mais ma tête était comme du coton. « Oh, le docteur Lefebvre ! Il a dit que c'était pour ma mauvaise circulation. Un anticholestérol. Le Zocor, je crois. » Mes mains tremblaient un peu. Élise a pris ma main. « Maman, tu n'es pas bien. Ces pilules, c'est pour t'aider, je sais. Mais il y en a trop. » Mais le docteur Lefebvre, lui, je lui faisais confiance. Il était mon médecin traitant depuis 20 ans. Un homme un peu pressé, toujours sur son portable, mais c'était lui l'autorité. Si un médecin me donnait 8 pilules, c'était pour me maintenir en vie, pas vrai? J'avais ma pilule pour la tension, celle pour l'estomac, oméprazole, parce que l'angoisse me rongeait, celle pour l'anxiété, la benzodiazépine, qui me permettait de dormir 1 ou 2 heures, sans les cauchemars. Et surtout, la pilule pour les fuites urinaires, oxybutynin, la chose la plus embarrassante de ma vieillesse. Sans elle, je ne pouvais plus sortir, de peur de l'accident en public. Chaque mois, le docteur Lefebvre écoutait mes plaintes. L'anxiété, les brûlures, la fatigue. Il tapait sur son clavier et il ajoutait quelque chose. Jamais il n'enlevait.
C'est la vieillesse, Solange, disait-il. Les angoisses reviennent. On va juste renforcer ça. Mais plus il renforçait, plus j'étais faible. Assise à la fenêtre, je regardais les gens dans la cour de l'HLM. J'étais clouée dans cet appartement. La peur de l'extérieur, c'était la pire. La peur d'oublier le code du digicode, d'oublier mon étage, de me perdre sur un banc public. Parfois, la nuit, j'avais des moments de clarté. Je réalisais que ce brouillard n'était pas un état normal de la vieillesse. « Le corps parle !» il crie. Mais ma tête refusait d'écouter. Un matin, Élise m'a appelée de son travail, la voix pleine de reproches. « Maman, tu as encore oublié notre rendez-vous chez l'ophtalmo. C'est la 3e fois. »« Mais Élise, tu ne m'en avais pas parlé. » ai-je répondu, blessée. J'étais sincère. J'étais convaincue qu'elle mentait, qu'elle était juste fatiguée de moi. Elle me mentait pour me forcer à admettre que je perdais la tête. Élise, agacée, a dit qu'elle allait appeler le docteur Lefebvre. J'ai écouté la conversation depuis la cuisine. Élise était au bord des larmes. Elle lui expliquait à quel point j'étais devenue confuse. La réponse du docteur Lefebvre fut courte. Mon médecin traitant depuis 20 ans parlait à ma fille comme à une étrangère. « Madame Dupont, votre mère a 71 ans. Le déclin cognitif est normal. Les médicaments la maintiennent stable. Je vais augmenter la dose de paroxétine pour l'aider avec ses angoisses. » J'ai entendu le clic sec. Élise avait raccroché, abattue. Elle a répété « Il va encore augmenter la paroxétine. » Ce mot, paroxétine, ne voulait rien dire pour moi. Mais j'ai compris l'inflexion dans la voix d'Élise. Le médecin rejetait sa préoccupation. Il ne me regardait jamais dans les yeux. Il ne me touchait jamais. Et maintenant, il ajoutait encore un remède quand tout le monde voyait bien que j'allais plus mal avec ceux que j'avais déjà. Élise était là, les mains serrées, les yeux fixant le sachet de pilules qu'elle avait préparé pour la semaine. Toute la journée, j'ai eu cette pensée simple, mais terrible, qui me vrillait l'estomac comme un ulcère. Et si ce n'était pas la maladie qui me tuait, mais les gens que je payais pour me sauver? Et si ma propre fille, par fatigue, par peur, me faisait confiance au mauvais homme? Je me suis levée. Je devais faire quelque chose de simple, une action concrète pour échapper à cette angoisse qui me submergeait. J'ai mis le plat de la veille à la poubelle. En le poussant, j'ai vu, au fond du sac, une petite étiquette froissée de la pharmacie. Je l'ai récupérée. En la dépliant, j'ai reconnu ma vieille ordonnance, celle du mois dernier. C'était le cachet du docteur Lefebvre. J'ai vu une mention manuscrite, 2 mots écrits à la va-vite, à côté du nom de mon anxiolytique. Dosage maximal. J'ai regardé cette ordonnance, puis la nouvelle boîte de pilules qu'il venait de me donner. Dosage maximal. Pourquoi en ajouter un autre alors? Pourquoi augmenter la paroxétine si j'étais déjà à la limite? La contradiction était là, simple, écrite en noir sur blanc. Le tremblement est revenu. Mais cette fois, c'était la colère froide qui le provoquait. Je me suis dirigée vers la fenêtre pour mieux lire les petites lignes de l'ordonnance. C'est à ce moment-là que la silhouette est entrée dans mon champ de vision. C'était Madame Leroy, ma voisine du dessus. Une femme menue, discrète. Elle avait travaillé à la pharmacie en bas de la rue pendant 30 ans. Elle levait les yeux vers mon appartement. Son regard était étrange. Elle regardait le rebord de ma fenêtre, où Élise avait laissé, en vrac, les 8 boîtes de médicaments pour les trier. Madame Leroy a marqué un temps d'arrêt. Un très long temps d'arrêt. Elle a plissé les yeux. Et c'était comme si elle avait déjà vu toute la collection de boîtes de médicaments posée là, et qu'elle savait quelque chose de terrible sur ces boîtes. Son visage s'est fermé. La pitié s'est changée en quelque chose d'horrible, de la peur peut-être. J'ai su à cet instant que ma descente aux enfers n'était pas une fatalité du grand âge, mais une affaire de petite boîte blanche. J'ai serré l'ordonnance dans ma main. Je devais lui parler. Il fallait que je sorte d'ici, avant d'oublier de nouveau. J'ai serré l'ordonnance froissée dans ma main.
Dosage maximal. Ces 2 mots écrits par le docteur Lefebvre, avant qu'il n'ajoute encore une pilule, c'était le fil qui se dévidait dans ma tête, me tirant hors du coton. Je n'étais pas folle. Il y avait une erreur. J'ai commencé à observer, comme on regarde les mailles d'un tissu mal cousu. J'ai noté les moments où j'étais le plus mal. La couturière en moi se réveillait. Elle cherchait le défaut dans le patron. Je remarquais que mes cauchemars et la confusion étaient toujours là, 2 ou 3 heures après la prise matinale de mes 8 comprimés. Avant ça, au réveil, j'étais plus claire. Le brouillard arrivait avec l'oméprazole, le Temesta, la paroxétine et surtout ce maudit comprimé pour la vessie, l'oxybutinine. Sans ça, je ne sortais plus de l'appartement. La peur des fuites était pire que tout. Un matin, j'ai osé. J'ai mis de côté l'oxybutinine. Je l'ai jetée dans la poubelle, bien au fond. Le lendemain, j'ai senti une différence. Ce n'était pas parfait, mais la tête était moins lourde. J'ai pu me souvenir de ce que j'avais mangé la veille. On n'a plus 20 ans, mais on peut se souvenir de la purée de carottes. C'était une petite victoire. Puis, Élise est arrivée, paniquée. Elle avait parlé au docteur Lefebvre. « Maman, il faut qu'on y aille. Le docteur dit que tu te perds dans tes papiers. Il faut absolument signer le document de mise sous tutelle. » La tutelle. Ça voulait dire qu'elle gérerait mes affaires, mes sous, ma vie. C'est pour ta sécurité, maman. Une fois que ce sera fait, on pourra accélérer ton admission à l'EHPAD Les Cerisiers. A dit Élise, le visage dur, mais avec un faux sourire. Mon cœur s'est glacé. Mon appartement HLM, l'assurance vie que Jacques avait laissée. C'était ça, l'EHPAD Les Cerisiers? Je savais qu'Élise travaillait beaucoup, qu'elle était fatiguée. Mais ce n'était pas Élise qui parlait. C'était la peur de manquer d'argent. Je sentais que si je signais, ma vie serait finie pour de bon. Le lendemain, il fallait que je prenne mon courage à 2 mains. Je devais comprendre ce qu'il y avait dans ces petites boîtes. La honte, la peur, tout ça, je les ai laissés derrière la porte. J'ai mis l'ordonnance dans la poche de mon tablier et j'ai monté les escaliers. J'ai frappé chez Madame Leroy, ma voisine. Elle m'a ouvert, menue, ses yeux bleus clairs derrière ses lunettes. Elle avait été préparatrice en pharmacie pendant 30 ans. Elle savait. « Solange, qu'est-ce qui vous amène ?» Elle a vu que mes mains tremblaient, mais elle a aussi vu la colère dans mes yeux. Je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai sorti les 8 boîtes de médicaments et je les ai alignées sur sa table. C'était la première fois que je les voyais toutes ensemble, hors du pilulier. Une armée de plastique blanc. « Dites-moi, Madame Leroy, je prends tout ça. 8 médicaments. Le docteur dit que c'est pour me maintenir en vie. Est-ce que c'est vrai, ça ?» Madame Leroy a pris une chaise. Elle a mis ses lunettes et elle a commencé à lire les notices. Elle les a alignées. Oméprazole, Temesta, paroxétine, oxybutinine. Elle a pris sa petite calculatrice. Elle a pianoté, puis elle a levé les yeux vers moi. Son visage était fermé. La pitié s'était changée en horreur. « Solange, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la vieillesse qui fait ça. C'est criminel. » J'ai cru que j'allais tomber. « Regardez, Solange, ce sont tous des médicaments qui ont un effet anticholinergique. Ça bloque un truc dans votre cerveau qui sert à la mémoire. La paroxétine, l'oxybutinine, l'amitriptyline. Pour la douleur que vous avez, c'est ça? Le fait de prendre tous ces trucs ensemble. Ça s'appelle la polypharmacie anticholinergique. On donne ça à une personne, et c'est comme si on mettait un voile sur sa tête. Vous avez un score ACB, un indice pour mesurer ce poison d'au moins 5. 5. Elle a pris l'oxybutinine. Celle-là pour vos fuites. C'est le pire. Elle est connue pour augmenter le risque de démence de près de 50%, juste après 1 an d'usage. Et votre docteur vous la donne depuis 2 ans. J'ai senti la nausée. Alors ce n'est pas la maladie?
Non, c'est la médecine. C'est la démence iatrogène. C'est le docteur qui vous la donne. » J'ai pleuré de soulagement et de rage. Pendant 2 ans, j'avais cru que mon cerveau me trahissait. C'était mon médecin, celui que je payais, qui m'empoisonnait lentement. Madame Leroy, elle, gardait la tête froide. Elle était habituée aux chiffres et au protocole. Elle a mis ses mains sur les miennes. « Il faut agir, Solange. Vous avez un droit, remboursé par la Sécu. Le bilan médicamenteux, optimisé, BMO. Votre médecin doit le faire gratuitement, surtout si vous prenez plus de 5 médicaments. Cela le forcera à justifier chaque pilule. » Puis, elle a hésité. « Et il y a autre chose, Solange. Quelque chose que j'ai vu et que je ne pouvais pas ignorer. Le docteur Lefebvre a des gros soucis d'argent. Ces derniers mois, il m'a posé des questions bizarres. Il demandait à tout le monde s'ils avaient entendu parler de la Maison d'Or, une clinique privée. Il refourgue des clients pour des diagnostics rapides. Il est payé pour ça. » Elle a baissé la voix. « Et la semaine dernière, il est venu ici. Il m'a demandé si j'avais une copie de votre formulaire d'assurance vie. Il parlait d'un gros contrat, quelque chose comme 184 000 € qui serait versé en cas de dépendance totale. 180 000 €. Le docteur Lefebvre avait créé la confusion. Élise, aveuglée par la fatigue et la confiance, et peut-être aussi par l'argent, suivait ses ordres. Il fallait juste que je sois déclarée inapte, sous tutelle, pour que la clause soit activée. Ma propre fille me regardait comme un chèque. La douleur de cette découverte, c'était comme si on me donnait un grand coup de ciseau en plein cœur. Mon propre sang. J'ai pleuré dans le tablier de Madame Leroy, et elle m'a laissé faire. Elle m'a dit « Il faut du courage ». J'ai essuyé mes larmes. La colère froide était revenue. La couturière ne se trompe jamais dans un patron. Je ne me tromperai pas dans cette vengeance. « Je ne peux pas arrêter brusquement, n'est-ce pas ?»« Non, jamais. Vous risquez le syndrome de sevrage. C'est très dangereux. » M'a prévenu Madame Leroy. « On va commencer la déprescription par l'anticholinergique, le plus facile à remplacer, celui pour vos fuites. Le Betmiga, c'est l'alternative. C'est sûr, remboursé à 65%. Et il ne vous rend pas folle. Mais vous ne pouvez pas aller le chercher chez votre médecin. » Elle a fouillé dans un petit placard. Elle a sorti un échantillon de pilules, d'un antihistaminique, de la loratadine. « Tenez, ça ne traverse pas la barrière du cerveau. C'est pour vous aider à tenir la première semaine en attendant de voir un autre médecin. Vous jetez l'oxybutinine, vous prenez ça, et vous ne dites rien à Élise. » J'ai caché la petite boîte de loratadine dans ma poche. L'arme secrète était le savoir. J'ai senti l'urgence monter. Madame Leroy m'a donné des conseils simples pour ma tension, qui était trop haute à cause de tout ce stress. « Solange, il faut faire baisser cette pression. Le docteur Lefebvre a dit que seul le médicament marchait. Mais c'est faux. Vous allez faire 2 choses. D'abord, 15 minutes d'eau chaude sur les pieds. Ça vous calmera. Ensuite, un exercice de respiration. » Elle m'a montré. 4 secondes, vous inspirez. 4 secondes, vous tenez l'air. 4 secondes, vous soufflez. 4 secondes, vous attendez. Répétez ça pendant 2 minutes. J'étais sceptique, mais j'ai promis de le faire. Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé mon travail d'actrice. J'ai jeté le maudit oxybutinine. Je l'ai remplacé par la pilule de Madame Leroy. Je me suis mise à la table de la cuisine. J'ai mesuré ma tension. 170/100. Trop haut. J'ai mis mes pieds fermes dans l'eau chaude pendant 15 minutes. Puis j'ai fait l'exercice de respiration. 4, 4, 4, 4. 2 minutes. J'ai repris la tension. J'ai failli crier. 150/92. J'avais baissé ma tension moi-même. Sans l'aide du docteur Lefebvre. Sans ces pilules qui me donnaient l'impression d'avoir la tête dans un aquarium. Ça remet les pendules à l'heure.
J'étais encore capable de me soigner. J'ai commencé à faire ça 3 fois par jour, en cachette. J'ai aussi pratiqué le test que Madame Leroy m'avait enseigné, le Mini Mental State. Elle m'avait dit de le faire seule. Je l'ai caché dans ma boîte à couture. Mon score au début était 19 sur 30, un score de démence. Après seulement 3 jours de substitution de l'oxybutinine, je me suis retestée. 21 sur 30, 2 points de gagné. Le brouillard n'était plus qu'une brume légère. La réversibilité était réelle. Il me fallait la preuve de la trahison d'Élise. Élise est arrivée ce soir-là, énervée. « Maman, où est le contrat d'assurance vie de papa? Je dois vérifier les clauses pour l'EHPAD. » J'ai joué l'égarement parfait. J'ai pointé un vieux classeur au hasard. En cherchant, Élise a fait tomber un cahier. Je l'ai ramassé, les mains tremblantes, faisant semblant de le remettre sans regarder. Le cahier était ouvert. C'était un cahier de comptes, griffonné par ma fille. J'ai lu, mon cœur pompant la rage. Docteur Lefebvre, 12 mars, 500 € commission, BMO reporté. Il avait refusé de faire le bilan médicamenteux optimisé pour continuer à m'empoisonner. Puis, plus bas, Docteur Lefebvre, 1er avril, 800 €, hausse paroxétine. Et la ligne finale, assurance vie, JP, 180 000 €, déclaration incapacité, 6 mois, max. Je l'ai refermé, l'estomac noué. Élise, la cupidité avait pris le dessus. J'ai glissé le cahier à Élise, le visage vide. Je devais garder mon secret. Elle croyait que j'étais trop confuse pour lire ou comprendre. Elle pensait que j'étais déjà morte. Le lendemain, Solange, l'actrice, était prête. J'ai continué à faire semblant. Je prenais la boîte de pilules d'Élise, je faisais le mouvement d'avaler, et je recrachais tout dans un mouchoir. J'étais en train de diminuer seule, suivant les conseils de Madame Leroy. Ma vraie santé revenait. La clarté mentale était une force. Le silence était mon meilleur allié. J'ai acheté un petit enregistreur vocal, un dictaphone. Je l'ai caché dans ma trousse à couture, sous les bobines de fil. Je voulais des preuves que même le docteur Lefebvre ne pourrait pas nier. J'ai enregistré chaque visite d'Élise, chaque coup de fil du docteur Lefebvre. Il a appelé ma fille 2 jours plus tard. J'ai mis le dictaphone sous le téléphone. Sa voix était nerveuse, enregistrée parfaitement. « Écoutez, Élise, je suis à la limite du protocole. Sa tension remonte. J'ai dû augmenter la dose de paroxétine à nouveau. Vous devez la faire signer. Le dossier de l'EHPAD doit être validé d'ici 48 heures maximum. Sinon, l'ouverture de la tutelle sera compromise. Faites-la venir demain, avec Maître Dumont. 48 heures. L'ultimatum. » J'ai regardé le petit dictaphone clignoter. J'avais désormais la voix du docteur Lefebvre. J'avais le cahier de compte d'Élise, que Madame Leroy avait photographié avec son portable. Et j'avais la preuve que je n'étais plus malade. Je suis allée voir Madame Leroy. Je lui ai montré mon nouveau score MMS, 22 sur 30. « Solange, vous êtes en train de vous sauver. »« Oui, mais je dois les prendre en flagrant délit. Il me faut un témoin. » Madame Leroy m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un, un officier de police de ses anciens amis. Il faut des preuves irréfutables pour le docteur. On va appeler le pharmacien Dubois aussi. Il va faire le BMO. Elle était ma complice, la vieille couturière et l'ancienne préparatrice en pharmacie. J'ai passé la nuit à me préparer. Je m'entraînais à simuler la confusion. Je fixais le vide, les mains tremblantes. J'avais l'air d'une poupée de chiffon. Élise est arrivée le matin, triomphante. Elle était en retard et pressée. Elle ne m'a même pas vraiment regardée. Juste un regard rapide pour s'assurer que j'étais toujours dans le brouillard. Elle a mis le petit sac de médicaments sur la table. « Maman, Maître Dumont arrive. Il faut juste signer ici. Tout sera sécurisé. » J'ai regardé Élise manipuler la nourriture. Le silence entre nous lourd du poids de la trahison. Elle croyait que j'étais au point de rupture.
2 minutes plus tard, Maître Dumont, le notaire, est entré, son air grave et professionnel. Il s'est assis et a posé les liasses de documents devant moi, pointant l'endroit où je devais apposer ma signature tremblante. La signature qui scellerait mon incapacité et validerait le versement des 180 000 € à Élise. « Signe ici, maman. C'est la seule solution, » dit Élise, me tendant le stylo, son soulagement à peine masqué. J'ai levé lentement la main. J'ai saisi le stylo. J'ai regardé Élise, le notaire, et les papiers. Le docteur Lefebvre avait fait son travail. Solange n'était plus qu'une ombre. Mais au lieu de signer le document de tutelle, Solange saisit le petit dictaphone qu'elle avait glissé dans la poche de son tablier. Elle appuya sur « Play » et la voix glaçante du docteur Lefebvre résonna dans la petite cuisine. Elle doit signer dans les 48 heures, Élise. J'ai déjà augmenté la paroxétine au-delà du raisonnable. Si elle reste lucide, les 180 000 € sont perdus. » Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Le cri figé du docteur Lefebvre. Si elle reste lucide, les 180 000 € sont perdus, résonna dans la petite cuisine HLM. Élise se jeta vers moi pour arracher le dictaphone de mes mains, les ongles prêts à griffer, mais j'étais plus rapide. Je l'ai repoussée avec une force que je n'avais pas eue depuis 2 ans. Non, Élise. Écoute jusqu'au bout, dis-je, ma voix tremblant encore, mais d'une rage froide, non plus d'anxiété. La porte d'entrée s'ouvrit alors, et le notaire, Maître Dumont, se redressa, figé par la surprise. S'avancèrent dans la pièce exiguë Madame Leroy, sa complice, le pharmacien Dubois, portant une mallette, et un homme imposant, en costume gris, que je savais être le lieutenant Bernard de la police judiciaire. Élise comprit l'étendue du piège. Son visage devint cendre. J'étais assise à cette table, la femme qui, 2 ans durant, avait confondu ses lunettes avec le bac à légumes. La femme qui tremblait et bégayait. Maintenant, je me levais lentement, mes jambes fermes, ma colonne droite, jetant au sol le stylo qu'Élise m'avait tendu pour signer ma propre mort sociale. « Maître Dumont, ce document de mise sous tutelle est invalide, » déclarai-je, m'adressant à l'homme de loi. « Il est basé sur une fraude médicale, orchestrée pour m'empoisonner. » Je ne leur ai pas laissé le temps de respirer. J'ai pointé le pharmacien Dubois. « Monsieur Dubois, pourriez-vous expliquer à Élise et à Maître Dumont ce que le cocktail de 8 pilules, et surtout l'oxybutinine, ont fait à mon cerveau ?» Monsieur Dubois posa sa mallette et en sortit un classeur. Son ton était professionnel et implacable. Madame Solange présentait, lors de son dernier bilan médicamenteux optimisé, un score ACB, l'indice de charge anticholinergique, d'au moins 5. L'association de la paroxétine, l'oxybutinine et d'autres substances prescrites par le docteur Lefebvre a créé ce qu'on appelle une démence iatrogène. C'était un voile chimique posé sur sa tête. Ces médicaments sont connus pour augmenter le risque de déclin cognitif de 50% chez les seniors. Il n'y avait aucune justification thérapeutique à maintenir ce protocole, sauf pour générer les symptômes d'incapacité. Élise hurla, une négation sauvage. « C'est faux! Vous ne savez rien! Elle est malade! Elle a Alzheimer! » « Non, Élise, » rétorquai-je, ma voix maintenant glaciale. « Je ne suis pas malade. J'étais empoisonnée. Je n'ai pas présenté le cahier de compte moi-même. J'ai fait signe à Madame Leroy. » Elle sortit la pochette contenant les photos du carnet griffonné par Élise et les déposa sur la table devant Maître Dumont. « Voici la preuve de la collusion financière, » expliqua Solange. Ma fille versait des commissions au docteur Lefebvre pour qu'il refuse de faire le bilan médicamenteux, optimisé, et pour qu'il maintienne et aggrave mon état. Le docteur Lefebvre recevait des chèques de 500 et 800 € pour augmenter des doses toxiques.
Puis je pointai la ligne finale que j'avais vue de mes propres yeux. Tout cela pour débloquer la clause de l'assurance vie de Jacques. 180 000 € qui devaient lui être versés. Élise, en cas de ma dépendance totale, qui devait être certifiée par ce notaire aujourd'hui. Maître Dumont, sous le choc, ferma le classeur du pharmacien et se tourna vers le lieutenant Bernard. La fraude était désormais un crime. Élise tenta sa dernière carte, les larmes coulant sur son visage, mais sans jamais atteindre ses yeux, ses larmes de crocodile. Elle s'avança vers moi, désespérée. « Maman, je t'en supplie, c'est moi ta fille. On a besoin de cet argent, la vie est dure. Tu vas me faire ça, Solange? Me faire arrêter pour une erreur? Pense à tes petits-enfants. » implora Élise, ses mains tremblantes, s'agitant vers moi. J'ai regardé Élise sans ciller. La douleur avait disparu, remplacée par la certitude. J'avais passé 2 ans à croire que la mort était la seule issue, pour découvrir que l'assassin portait le même sang que moi. J'ai passé 50 ans à coudre pour que ma dignité ne soit jamais mise sous tutelle. Lui répondis-je, ma voix ferme et dénuée d'émotion. J'ai mis de côté ces 180 000 € pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter pour tes vieux jours, pour que tu n'aies jamais à t'abaisser. J'ai marqué une pause, fixant son regard avide. Tu as échangé ma tête contre cet argent. Tu as cessé d'être ma fille le jour où tu as fait ce calcul. La femme que j'ai élevée aurait eu honte de toi. Je n'ai plus de fille, Élise. Le lieutenant Bernard avança sans un mot, le notaire reculant pour lui faire place. Élise Bertrand, annonça l'officier d'une voix grave. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie aggravée et tentative d'homicide par administration de substances nuisibles. Élise se débattit à peine quand les menottes d'acier se refermèrent sur ses poignets. Elle continua de marmonner des excuses confuses qui se perdaient dans le bruit du métal. Elle fut escortée hors de l'appartement. Maître Dumont, mortifié, annula la procédure de tutelle, barrant le document d'un gros trait de plume rouge. Le silence revint dans ma cuisine. La bataille était terminée. L'affaire fit grand bruit à Lyon et au-delà. Le docteur Lefebvre, qui avait déjà des problèmes financiers, fut submergé par les poursuites et l'opprobre. L'ordre des médecins, face aux preuves des commissions et du bilan médicamenteux, optimisé frauduleux, révoqua sa licence immédiatement. Il fut mis en examen, et lors du procès, Élise et lui furent jugés ensemble. Élise fut reconnue coupable d'escroquerie et de complicité de mise en danger de la vie d'autrui. Le tribunal la condamna à 8 ans de réclusion ferme. Elle perdit tous ses droits successoraux et fut contrainte de rembourser l'intégralité des frais de justice. Le docteur Lefebvre, lui, fut condamné à 10 ans de prison. Le tribunal le força à payer, solidairement avec Élise, une indemnité de 500 000 € pour le préjudice moral, physique et financier que j'avais subi. Lui qui voulait l'aisance fut ruiné et déshonoré, radié à vie de sa profession. Élise, qui voulait accélérer ma dépendance pour toucher les 180 000 €, se retrouva totalement dépendante du système carcéral, isolée de ses enfants et du reste de la famille, qui lui tourna le dos. Elle purge sa peine aujourd'hui, à la prison de Corbas. 1 an et demi plus tard, à 73 ans, Solange Dupont n'était plus qu'un lointain souvenir de l'ombre confuse qui oubliait ses lunettes au frigo. J'avais recouvré non seulement ma clarté mentale, mais une vitalité que je n'avais jamais connue, même avant la mort de Jacques. J'ai arrêté tous les médicaments du docteur Lefebvre, sauf un léger hypotenseur prescrit par un nouveau médecin, le docteur Rousseau, qui a applaudi la démarche de déprescription. Ma tension artérielle, qui atteignait 170 sur 100, s'est stabilisée à une moyenne de 125 sur 80. J'ai perdu 12 kilos, et mes mains ne tremblent plus, me permettant d'enfiler à nouveau l'aiguille. Mon appartement HLM est devenu le siège de l'association que j'ai fondée avec Madame Leroy et Monsieur Dubois. Le fil de Solange.
Nous avons utilisé une partie de l'indemnité pour lancer des ateliers de sensibilisation pour les aînés. Toute la semaine, des personnes âgées de la région lyonnaise se pressent dans mon salon. Je leur explique, avec mes mots de couturière, la médecine simple qui m'a sauvée. Je leur raconte la technique de l'eau chaude sur les pieds pendant 15 minutes pour faire baisser la tension artérielle. Je leur explique comment demander le bilan médicamenteux optimisé à leur médecin et comment se protéger contre le score ACB. N'ayez pas peur des chiffres, leur dis-je. La paroxétine et l'oxybutinine, ce n'est pas la vieillesse, c'est le poison lent. En 1 an, nous avons aidé plus d'une centaine de seniors à entamer une déprescription sécurisée. Madame Leroy est notre consultante technique. Monsieur Dubois vient régulièrement faire des démonstrations. J'ai renoué doucement avec mes petits-enfants, qui viennent passer le week-end chez moi, sous la surveillance vigilante de mon nouveau statut de femme libre et lucide. Je leur prépare des tartes et leur raconte des histoires, oubliant Élise, sans jamais l'excuser. L'argent de l'assurance vie, celui qu'elle convoitait, sert aujourd'hui à financer les études de mon petit-fils, qui rêve d'être ingénieur. Je n'ai pas de haine. La haine est une maladie, et j'ai assez lutté contre la maladie. Mon énergie est entièrement consacrée à coudre des liens, et non à défaire les personnes. Je suis devenue, contre toute attente, la défenseur de celles qui, comme moi, étaient en train d'être effacées par ceux qu'elles aimaient et par ceux en qui elles avaient fa confiance. Je me suis assise dans ma cuisine ce matin, à la même table où j'ai affronté Élise. Mon cœur est léger. Je regarde mes mains, fermes et rapides. Élise voulait ma confusion pour encaisser 180 000 €. J'ai récusé son calcul avec de l'eau chaude, quelques respirations et le courage de la vérité. La vengeance la plus complète n'est pas la haine, c'est la santé retrouvée, la preuve que l'on peut défaire un mauvais patron et recoudre sa propre vie, point par point. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.